Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour exposer une pensée un petit peu particulière qui est inspirée notamment de Jacques Ellul et de Martin Heidegger, j'ai préféré mettre en scène un débat entre plusieurs protagonistes fictifs que je vous présente rapidement. D'abord, on a Luc. Lui, il représentera la vraie gauche révolutionnaire matérialiste. Il défendra le point de vue marxiste traditionnel et prendra la défense des classes populaires. Ensuite, il y aura Marc, qui incarne plutôt la vieille droite, traditionnelle, à la croisée de Maurras et Bernanos si on veut. Conservateur, il défendra plutôt la tradition et l'ordre, sans se compromettre avec le libéralisme. On trouvera ensuite Clara, étudiante, qui parlera pour le camp progressiste, plus centré sur l'humain, la dignité, un peu ce qu'on appelle le camp du bien aujourd'hui, si on veut. Et enfin, je laisserai la professeure Sterling se présenter elle-même, c'est elle qui expose sa théorie. Quant à moi, pour ceux qui ne me découvrent, je suis Nemrod21, et j'essaie de comprendre le monde moderne et discuter des différentes formes possibles pour notre avenir français commun. Et oui, j'utilise l'intelligence artificielle, et j'espère que cette vidéo vous fera comprendre pourquoi. Bon visionnage. Bonjour à tous. Notre époque fait face à moult bouleversements, que ce soit l'intelligence artificielle qui remplace les créatifs et qui menace de nombreux emplois, que ce soit la crise écologique et énergétique, la montée des tensions sociales, l'immigration ou la remise en question du capitalisme, on a l'impression d'être dans un train sans conducteur lancé à fond les ballons, droit dans le mur. Aujourd'hui, j'ai invité la professeure Sterling pour nous présenter sa thèse radicale. Et si le fond du problème n'était ni les politiciens, ni même seulement le capitalisme, mais ce qu'elle appelle la technique. La technique, c'est un peu un mot poli pour pas dire le capital, non ? On sait bien que si l'IA remplace les gens, c'est pour que de grandes multinationales fassent plus de marge et jouissent sur le dos du prolétariat. Oui, ou la technique, c'est surtout le stade ultime de la décadence moderne. Elle est née du libéralisme, lui-même né des cendres de l'ancien régime, pour abattre tout ordre vertical et toute hiérarchie naturelle. Vous faites tous les deux la même erreur. Vous croyez que l'homme utilise encore la technologie pour ses propres buts. Le profit pour Luc, par exemple. Ma thèse est tout autre. Je dis que la technologie est devenue un système autonome, qui a pour fin l'optimisation elle-même. Et elle nous utilise, nous humains, pour se propager. On appelle ça gagner du temps. Mais quel temps exactement ? Celui que vous venez de gagner en écoutant un podcast en vitesse x1,5 ? Ou en utilisant une caisse automatique ? Qu'en avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait de ce temps libre ? L'avez-vous consacré à la vie ? À ne rien faire ? Non, vous l'avez réinjecté dans le système. Vous avez répondu à des mails, scrollé des actualités, géré votre liste de courses. Le cynisme absolu du système, c'est de vous voir transformé en autogestionnaire de votre propre exploitation. La machine avec un grand M est ravie. Elle va pouvoir vous en demander encore plus. Vous optimisez votre trajet pour pouvoir travailler plus tôt. Vous optimisez votre sommeil pour être plus productif. Vous optimisez même vos loisirs pour qu'ils soient rentables. Il faut que ce soit le meilleur film, la meilleure série, le meilleur restaurant, le mieux noté. Nous traitons notre propre vie comme une chaîne logistique. Le gain de temps est le plus grand mensonge de la technique. On ne gagne jamais du temps. On ne fait qu'augmenter la cadence. Plus vous allez vite, plus le milieu technique s'accélère pour combler le vide. Je m'appelle Eliane Sterling, et ce que nous allons disséquer aujourd'hui n'est pas simplement une crise politique ou économique. Professeur, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu ce que c'est la technique ? C'est quoi ? C'est juste nos téléphones ? Non, la technique, c'est la recherche de la méthode absolument la plus efficace dans tous les domaines. Si vous voulez faire un gâteau, la technique vous donne la recette parfaite. Si vous voulez gagner une guerre, elle cherche l'arme parfaite. Vous voulez élever vos enfants ? Une requête à Gemini ou ChatGPT vous donnera des pistes. Le problème, c'est qu'une fois qu'une méthode plus efficace est trouvée, elle devient obligatoire. Obligatoire ? Personne me force à utiliser ChatGPT pour écrire mes articles, hein. Luc, si votre concurrent l'utilise, il produit 10 fois plus que vous, pour 10 fois moins cher. Vous disparaissez. Vous n'avez pas choisi l'IA, vous avez été forcé de l'adopter pour ne pas être éliminé. C'est ça, l'autonomie de la technique. Elle dicte ses propres lois au nom de l'efficacité. C'est la fin du politique. Le politicien, aujourd'hui, ne choisit plus. Il gère. Il est le secrétaire de la technique. Mais attendez, professeur, votre analyse, elle est séduisante, mais elle est surtout très commode pour les dominants. Si vous dites que c'est le système ou la technique qui décide, vous dédouanez la bourgeoisie. L'ouvrier de chez Peugeot, il ne souffre pas d'une abstraction qu'on appellerait la technique. Il souffre d'un patronat qui utilise l'IA pour augmenter sa plus-value. Marx, ici présent, vous parlera peut-être de sa pseudo-culture française, machin chose, mais l'ouvrier de Peugeot, en réalité, il a plus en commun avec l'ouvrier de Casablanca qu'avec son propre patron. Ils sont tous les deux des variables d'ajustement du capital. Luc, le matérialisme vous aveugle. L'ouvrier de Casablanca et celui de Peugeot ne sont interchangeables que dans le monde moderne. Ce qui les différenciait, c'était justement toute la richesse de leurs différences, avant que la Révolution française vienne uniformiser tout ça. Autrefois, les Français se différenciaient énormément par leur culture locale, leur métier, leur lien à leurs racines. Professeur, ce que vous décrivez, c'est l'effacement de toute spécificité comme les bourgeois de 1789 l'ont acté. Mais vous deux, vous parlez de chiffres et de terroir. Vous oubliez l'humain. C'est ce qui me choque dans vos discours. On est en train de créer un monde où l'algorithme décide de qui a l'aura un prix et qui est employable. C'est une question de justice sociale en fait.
On doit pouvoir imposer une éthique à tous ces outils, dire non au nom de la dignité humaine. Clara, votre éthique est un cri dans le désert, parce que l'éthique est bien trop inefficace. Si vous bridez une IA pour qu'elle soit éthique, elle sera moins performante que l'IA concurrente d'une puissance rivale ou d'une entreprise adverse. Le monde est un jeu qui se joue à 200 pays et celui qui utilise l'IA la plus brutale gagne à la fin. La technique élimine la morale par simple sélection naturelle. Mais je suis bien d'accord. Et justement, et si on change de système ? Dans une économie planifiée, une internationale socialiste par exemple, on cesserait cette fuite en avant qui s'alimente grâce à l'inarrêtable course au profit. Dans un système socialiste, on pourrait utiliser cette efficacité pour travailler moins, pour avoir le temps de faire de la musique, de jardiner ou de voir ses amis. Luc, vous commettez une erreur. Vous croyez que la technique est le chien de garde du capitalisme. C'est l'inverse. Le capitalisme n'a été que le moteur à réaction, dont la technique s'est servie pour s'arracher à la pesanteur humaine. Vous parlez de travailler moins pour jardiner ou voir vos amis. C'est le grand leurre du gain de temps. Nous observons factuellement que chaque gain de rendement est immédiatement réinvesti pour optimiser à nouveau. C'était la grande erreur de Marx. La technique ne libère jamais de temps, elle le colonise. Elle transforme votre jardinage en contenu pour l'économie de l'attention et vos relations sociales en flux monétisables. En réalité, votre État socialiste serait forcé d'adopter l'IA la plus brutale pour ne pas gaspiller les ressources socialistes. L'idéologie change, Luc, mais le système technique restera le seul véritable maître. Mais si on limite les revenus, on stoppe cette course infernale. Si vous plafonnez les revenus, vous changez simplement la monnaie d'échange du système. La puissance ne s'exprimera plus en dividendes, mais en pouvoir de gestion, un accès privilégié au flux ou en priorité algorithmique. C'est donc la mort de tout ce qui est grand. Plus d'art, plus de sacré, plus de spirituel ou de symbolique, juste de la performance. La technique ne détruit pas l'art, elle le transforme en contenu optimisé pour générer de la dopamine, pour vendre et réalimenter le système à nouveau. Elle ne détruit pas la religion, elle la transforme en marketing communautaire si vous voulez. Et donc on est coincé par notre propre désir de tout optimiser, de pas gâcher. Exactement. Le collectif humain ne supporte plus l'inefficacité. C'est notre point faible terminal. Nous sommes enchaînés à la technique parce que collectivement, nous avons horreur du vide, du retard et du gâchis. En fait, vous croyez que l'outil obéit à la main, mais la technique est devenue un système autonome. Le bourgeois ne choisit même plus l'optimisation par plaisir. Il la choisit parce que s'il ne le fait pas, il disparaît. Mais c'est inhumain. On peut pas juste dire c'est le système, il y a des gens qui souffrent, des algorithmes qui discriminent les gens. On doit pouvoir y mettre un peu d'éthique. C'est ici que je vous rejoins, professeur, tout en vous trouvant terrifiante. Vous décrivez la mort du particulier, alors que pour moi, l'identité française, c'est une géologie, c'est le calcaire de la Beauce, les rizières de Camargue, les reliefs du Vercors. Vous voyez bien que l'agriculture qui nous relie à notre terre, à notre patrie, est bien différente dans chaque pays. Marc, je suis désolée, la technique ne déteste pas le calcaire de la Beauce ou les rizières de Camargue. Elle ne les voit même pas. Pour le système, votre terroir n'est qu'une série de variables physiques, hygrométrie, azote, ensoleillement, qu'il s'agit de ramener au one best way, c'est-à-dire la seule solution rationnelle et optimale. Si un sol est particulier, c'est-à-dire inefficace selon les normes de la production mondiale, la technique ne s'adapte pas à lui. Elle le corrige chimiquement, elle le nivelle, elle le transforme en un support universel pour des semences standardisées. Ce que vous appelez la patrie est devenu pour le système un pur espace de production interchangeable avec une plaine d'Ukraine ou du Midwest. Et elle transforme votre paysan, quelques décennies plus tard, en employé, secrétaire de la machine, simple organe de maintenance d'une méga-machine qui ignore les frontières par nécessité de gestion. Mais alors le politique ? Un État fort, souverain, ne pourrait-il pas dire stop ? Protéger son sol contre cette uniformisation numérique ? Un État souverain qui refuse l'intelligence artificielle et l'optimisation technique serait militairement et économiquement retardé et distancé en quelques années par ses voisins. C'est devenu le paradoxe pour tous les identitaires. Pour protéger votre identité, vous êtes obligé d'utiliser les outils les plus performants et donc de devenir identique à votre ennemi. Vous devez pactiser avec le diable techniciste. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner. L'erreur de Clara est de croire que l'on peut encore choisir des valeurs. L'erreur qui vous unit, Marc et Luc, est de croire que la volonté humaine, qu'elle soit politique ou révolutionnaire, peut encore mordre sur le réel. Le système technicien n'est pas un ensemble de machines, c'est la transformation du monde en un gigantesque stock de ressources optimisables. Sa seule loi est l'autonomie de l'efficacité. Sterling, encore une fois, vous jouez le jeu des dominants en prétendant que personne n'est aux commandes. Qui a conçu ces algorithmes d'optimisation ? Ce sont des ingénieurs. Ils sont payés par des grandes boîtes, elles-mêmes payées par des fonds de pension. L'IA, c'est juste le fouet du contremaître qui est devenu invisible. Le profit reste le moteur. C'est là que vous manquez de rigueur, Luc. Désolé. Le profit est devenu un moyen d'accélération technique, une récompense, pas une fin. Un milliardaire ne possède pas l'IA. Il est obligé de l'utiliser pour ne pas être éliminé par une IA concurrente. Il est tout aussi asservi à la loi de l'efficacité que son livreur Uber Eats, même si évidemment ils n'ont absolument pas les mêmes quotidiens. S'il décide demain d'être moins efficace par humanité, il fait faillite en 3 clics.
Le capital est le carburant, mais la technique est le conducteur. Le maître, c'est-à-dire le capitaliste, est devenu le premier serviteur de la machine. Le stade ultime est bien sûr l'arraisonnement du corps. Hier encore, on soignait pour rétablir une santé naturelle. Aujourd'hui, on optimise le capital biologique. Sans parler même du pire du transhumanisme, mais les pseudo-sportifs courent après une optimisation de leur propre capital santé. Le corps est traité comme une machine dont on veut réduire le taux de défaillance. Cette logique s'illustre aujourd'hui avec l'exemple du fait qu'on puisse changer de sexe comme on change le mode d'une machine. Le transgenrisme est une libération morale. Des gens se sont battus et se battent encore aujourd'hui pour abolir les stéréotypes de genre. Faux, Clara, faux. Ce ne sont pas des libérations morales, ce sont des extensions du domaine de la technique. On veut rendre le corps aussi fluide et modifiable que le code informatique. L'humain n'est plus un sujet souverain, il est un objet technique perfectible. Si on peut profiter d'imperfections supposées du corps pour développer des outils techniques, la machine le fera. Nous sommes dans l'ère de la post-politique. Marc veut restaurer un passé qui n'aura bientôt plus de support matériel, la terre, le silence, la lenteur, la patrie, le sacré. Luc veut libérer un travailleur qui est de toute façon piégé dans un système allocateur de ressources et qui sera demain remplacé par des robots. Vous êtes comme deux physiciens discutant de la gravité à l'intérieur d'un trou noir. Vos lois ne s'appliquent plus. Mais vous dites qu'un grand patron est obligé d'utiliser l'IA pour pas être éliminé par une IA concurrence. Mais cette concurrence, elle est précisément inhérente au capitalisme, qui érige la concurrence des acteurs en maître mot. La concurrence comme moteur capitaliste, c'est l'analyse de Marx et elle était juste au 19e siècle. Mais mon point est que la technique a utilisé le capitalisme pour s'en servir de moteur. Le capitalisme érige la concurrence en loi. Mais pourquoi cette concurrence se fait-elle aujourd'hui exclusivement sur le terrain d'innovation technologique ? Parce que la technique est la forme la plus pure de l'efficacité. Si vous remplaciez demain le capitalisme par un socialisme d'État ou une économie planifiée, la concurrence ne disparaîtrait pas pour autant, et pour gagner, cet État socialiste serait obligé d'utiliser l'IA la plus performante, sous peine d'inefficacité systémique. Mais les bourgeois et les capitalistes cherchent l'optimisation parce que c'est ce qui leur permet de dégager plus de profit, enfin. Votre truc n'est pas vrai dans le cas d'une internationale trotskiste, par exemple. Vous posez l'hypothèse d'un monde unifié sous une seule bannière idéologique, l'international. En apparence, plus d'ennemis extérieurs, plus de guerre froide. Tout est géré internationalement par des démocraties populaires. Est-ce que cela arrêterait l'IA ? Est-ce que cela arrêterait la nécessité d'optimisation ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que la concurrence ne se joue pas seulement entre nations, c'est une question de méthode. Dans un monde internationaliste, vous devez nourrir, soigner et loger 8 milliards d'êtres humains. Le projet socialiste est, par définition, un projet d'abondance et de répartition juste. Or, pour réaliser cette justice dans un système mondial complexe, vous aurez besoin d'une logistique parfaite. Vous ne pouvez pas gérer la production mondiale d'acier ou de blé avec des carnets et des crayons. Vous obligerez le système à créer des algorithmes de gestion de plus en plus puissants. Dès qu'un ingénieur dans un soviet quelconque de recherche propose une solution technique plus efficace pour économiser de l'énergie ou du temps, le système global est forcé de l'adopter. Pourquoi ? Parce que ne pas l'adopter serait un gaspillage de ressources socialistes. L'international deviendrait simplement une gigantesque administration technique où l'on n'optimiserait plus pour le profit, mais pour l'utilité sociale. Mais le résultat est le même, l'arraisonnement de l'homme par des systèmes de calcul qu'il ne maîtrise même plus. Et j'ajoute que l'IA est le stade où la technique n'a bientôt même plus besoin de l'intermédiaire de la pensée humaine pour trouver la one best way, la meilleure solution technique. Donc ce que vous dites, c'est que le capitalisme n'est que le carburant d'un feu que personne n'a allumé et que personne peut éteindre en fait. Exactement, Marc. Le profit est l'appât que la technique utilise pour forcer les humains à collaborer à leur propre asservissement. Et d'ailleurs aujourd'hui, une grande partie du profit mondial est déjà générée par le trading à haute fréquence. Des machines qui parlent à des machines en quelques microsecondes et qui génèrent de l'argent en masse. L'humain est déjà sorti de la boucle. Finalement, c'est pour ça que les sociétés traditionnelles se sont faites submerger. Les sociétés traditionnelles savaient que pour rester humaines, elles devaient brûler leur surplus. On organisait des fêtes immenses, on sacrifiait des bêtes, on bâtissait des cathédrales qui prenaient des siècles et qui ne rapportaient rien en soi. Une cathédrale est un gâchis de pierre et de sueur si on raisonne comme un ingénieur. Mais c'est paradoxalement ce gâchis qui donne un sens à la vie des hommes. Le système technicien a remplacé la cathédrale par l'entrepôt d'Amazon. Chaque mètre carré est optimisé et nous, notre âme se meurt de faim. Et c'est la même chose pour l'organisation sociale en fait. Le millefeuille administratif qui était la France de l'Ancien Régime était, au regard actuel, complètement inefficace et sous-optimal. Il incarnait un ordre harmonieux et équilibré à mes yeux, mais il est tombé sous les coups de l'optimisation. De mon côté, j'aimerais rappeler que le vrai révolutionnaire, c'est pas celui qui veut mieux gérer l'usine, c'est celui qui veut travailler le moins possible pour pouvoir gâcher sa vie à discuter, aimer et rien faire. C'est quelque part la paresse comme acte politique. Sauf qu'en fait, vos deux réactions confirment ma thèse. Marc veut gâcher pour Dieu, Luc veut gâcher pour la liberté. Mais la technique a déjà prévu ça. Aujourd'hui, elle a transformé votre temps libre et votre sacré en industrie de loisirs. Vous croyez vertueusement gâcher votre temps sur YouTube ou en voyageant ? Vous ne faites qu'alimenter un autre secteur de l'optimisation, l'économie de l'attention. Vos fêtes sont devenues des folklores marchandisés,
Le système a réussi à monétiser le gâchis lui-même. Pour vraiment gâcher au sens où vous l'entendez, il faudrait accepter volontairement la pauvreté, la maladie ou la mort. Car la médecine est une optimisation de la vie et l'économie est une optimisation de la survie. Accepter de gâcher, de gaspiller, c'est accepter que le système ne nous protège plus. Qui, parmi les 8 milliards d'êtres humains, est prêt à renoncer à son confort technique pour sauver son âme ou briser le capital ? Mais est-ce que toute cette optimisation n'est pas liée au fait qu'on a affaire à un stock limité de ressources disponibles et qu'il faut les gérer intelligemment et rationnellement ? Le problème, c'est que la technique se nourrit de ça. On l'observe factuellement. L'efficacité énergétique a simplement précipité notre fuite en avant énergétique et nous conduit tout droit à l'effondrement écologique. L'effet Jevons règne et chaque gain de rendement est immédiatement réinvesti pour optimiser à nouveau. Mais par contre, je suis pas d'accord. Professeur, vous parlez d'une prison sans mur. Pourtant, rien ne nous empêche de faire un pas de côté. On voit de plus en plus de gens qui partent s'installer en Lozère, qui coupent le wifi, qui réapprennent à vivre avec la terre. Si on décide individuellement ou en petite communauté de retourner à la nature, votre technique, elle n'a plus aucune pression, nous, non ? Votre erreur est de croire que la nature existe encore comme une alternative. Pour l'homme préhistorique, la nature était le milieu, effectivement. Elle lui donnait tout, mais elle dictait aussi chaque seconde de sa survie. Aujourd'hui, ce milieu a intégralement été remplacé. La technique n'est plus un objet dans le monde, elle est le monde. Elle est notre nouvel oxygène. Notre oxygène, c'est un peu extrême, non? Mais posez-vous la question, que se passe-t-il si vous essayez vraiment de vous en extraire? Si vous coupez tout, vous ne retournez pas à une liberté sauvage, vous mourrez. Socialement d'abord, plus de revenus, plus de soins, plus d'existence légale. Mais biologiquement aussi, l'humain moderne est devenu un être assisté par la technique pour se nourrir, se chauffer, se protéger. On ne peut pas être contre la technique de l'intérieur, pas plus qu'un poisson ne peut être contre l'océan. Sortir du milieu technique, pour nous, n'est plus une libération, c'est une asphyxie. Bon alors professeur, après nous avoir exposé tout ça, quelle porte de sortie vous nous proposez? Il n'y en a pas. Mais comment ça, il y a bien un échappatoire? Vous n'avez toujours pas compris que ce dont je vous parle ne résulte pas d'une volonté politique. Il s'agit du fonctionnement auquel nous avons collectivement souscrit, de gré ou de force. Nous y avons souscrit à tel point que nous ne pouvons même plus faire marche arrière, puisque personne n'acceptera de revenir sur son confort personnel. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, il existe bien une issue, mais elle est si radicale, si contraire à tout ce que nous avons appris qu'elle ressemble, pour l'homme moderne, à un suicide. Cette issue, c'est la pratique volontaire de la non-puissance. La non-puissance? Vous voulez juste qu'on baisse les bras et qu'on devienne des paillassons, quoi? Au contraire. La non-puissance est l'acte de liberté le plus violent qui soit. C'est avoir la capacité d'utiliser un outil, de gagner du temps, d'écraser un concurrent ou de modifier son corps, et de décider délibérément de ne pas le faire. Ce n'est pas de l'impuissance, c'est le refus conscient de la puissance offerte par la machine. J'aimerais tellement que Simone Veil soit là pour en parler. Et vous croyez qu'on peut sauver une civilisation avec de la cèse, vous? On ne sauvera plus notre civilisation qui a abdiqué, je vous l'ai dit. On sauve ce qui reste de l'homme lui-même. Nous avons oublié qu'autrefois il existait une voie qui ne cherchait pas l'efficacité, une voie qui proposait un vœu de pauvreté collectif, universel, pas la misère ou la pauvreté extrême, mais l'esprit de pauvreté comme une libération. Nous avons eu dans notre histoire l'exemple d'une figure qui refusait le trône, qui répondait aux coups par la joue tendue et qui voyait dans la faiblesse la seule force capable de briser le monde. Cette folie était la seule porte de sortie contre la logique de la force et elle n'était pas à vocation universelle sans raison. Mais nous avons fermé cette porte. Nous avons trouvé cela inefficace. Nous avons préféré transformer cette espérance en une morale utile qui nous est parvenue malgré tout, puis en une administration, avant de l'évacuer tout à fait pour construire nos entrepôts et nos data centers. Vous parlez d'un sacrifice? Oui, Clara, le système peut tout absorber, sauf celui qui n'attend rien de lui et qui refuse de peser sur les choses. La technique nous a promis que nous serions comme des dieux, grâce à nos machines. C'était le mensonge originel, et Marx y a cru. La vérité, c'est qu'on pourrait redevenir des hommes qu'en acceptant de redevenir petits, lents, vulnérables et mortels, et de répandre ce message à travers le monde. Le système a déjà gagné le monde, et n'a simplement pas encore fini de vous digérer. Votre seule chance, votre seul éclat d'humanité, c'est de devenir un aliment impossible à avaler. La seule chose que la méga-machine ne saurait jamais coder, c'est le sacrifice gratuit. L'amour au sens catholique, c'est-à-dire le don de soi, sans espoir de rendement. Le reste, c'est de la paperasse. Je vous remercie d'avoir écouté ce débat, j'espère que vous aurez appris différentes choses, j'ai essayé d'être assez objectif sur les réponses qu'auraient pu faire les différents contradicteurs. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout à la partager. Merci beaucoup et à la prochaine.